I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. Bonjour à tous, ici c'est Simon et Geoffrey et on est là pour vous parler du Snyder Cut, de Justice League, de la version ultime de celle qu'on attend, en tout cas que beaucoup de gens attendent depuis 2017. Ça y est, elle arrive, ça y est, on l'a vu. On va vous proposer une première critique ou plutôt un débat parce qu'on n'a pas exactement le même avis et surtout parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce long métrage, donc on va essayer un petit peu de les détailler plutôt que de simplement balancer quelques opinions. On va le faire aujourd'hui sans spoiler, c'est-à-dire que même si vous allez connaître notre avis, on ne va pas vous donner en détail toujours à quoi ça correspond et on ne va pas vous dévoiler ce qui pourrait vous surprendre, vous agacer, vous émerveiller sur le film. Et en revanche, eh bien dans quelques heures, on fera une autre vidéo, elle, avec spoiler, où dès que vous aurez découvert le film, vous pourrez tout simplement vous ruer sur nos opinions, sur toutes ces choses qui vous auront à nouveau émerveillé ou dégoûté. Alors, un petit préalable avant de rentrer dans le dur, peut-être, c'est déjà de préciser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont embêtés dans le film, c'est qu'on n'est pas du tout des gens on n'est pas agacés ou on ne déteste pas DC Comics et DC Films. Au contraire, il y a pas mal de leurs films qu'on aime, Geoffrey. Oui, clairement. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Man of Steel. Je trouve que c'est sûrement le meilleur et qu'il y a énormément d'ambition. J'aime bien le cinéma de Zack Snyder. Je trouve que Watchmen, c'est un des meilleurs films de super-héros, largement mieux que le Dark Knight de Christopher Nolan. Et toi, je sais que tu adores Batman vs Superman. On en a déjà parlé plein de fois, donc on n'est pas des haters, on n'est pas des fanboys. On a un avis assez neutre globalement. On l'attendait avec curiosité. On se faisait pas de film sur ça va être un grand chef-d'œuvre ni ça va être une horreur. On était hyper curieux, je pense, tous les deux. Oui, tout à fait. Et puis moi, je vais te dire, j'ai même réussi à être surpris, alors non pas par Suicide Squad, mais par Birds of Prey. Donc voilà, c'est pour ça, c'est parce que je suis quelqu'un de méchant profondément. Mais non, je veux dire, voilà, c'est que j'étais tout à fait curieux et prêt à être surpris. Bah, voilà, et encore une fois, comme tu as dit, moi, Man of Steel, BVS, c'est vraiment la version longue qui m'a convaincu. Donc j'étais tout à fait préparé à l'idée que la version longue de Justice League puisse, même sans révolutionner le film, totalement me surprendre. Et donc... Et c'est pas totalement le cas, mais on va commencer par le positif pour pas se faire tuer tout de suite. Alors globalement, j'ai un avis un tout petit peu plus positif que toi, mais on est d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de ratés, beaucoup de choses décevantes, tout en ayant une ambition un peu hors norme et un cadre complètement extraordinaire. Du côté des choses bien, moi ce que j'aime dans un premier temps, c'est que dès le début du film, on sent que déjà il y a beaucoup de choses qui sont changées dès les premières images, dès les premières scènes, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont rectifiées. Alors l'intro du film de 2017 commençait par Superman qui était filmé au téléphone, après il y avait une scène d'intro avec Batman, on était vraiment dans des petites cases, des choses très précises. Là on part vraiment sur une sorte de symphonie mondiale du bordel. On repart sur la fin de Batman vs Superman, on repart tout simplement de la mort de Superman, qui est donc le point de départ de tout ce bordel, et sur le désespoir qui se propage littéralement à travers le monde, qui réunit les gens, qui éveille des esprits, qui éveille d'autres choses que des esprits, et je trouve ça très joli parce qu'on est sur quelque chose de très calme, pas du tout spectaculaire. Les titres du générique, les noms, ils apparaissent de manière très calme, très sobre. Je trouve que c'est assez joli de commencer un film aussi énorme, avec autant d'effets spéciaux, autant d'actions, de soins de super-héros, sur vraiment quelqu'un qui meurt et à quel point la déflagration se propage à travers le monde et qu'en fait on est beaucoup sur du silence, sur des regards, sur des instants de pause, heureusement parce que ça dure 4 heures, donc heureusement bordel. Et ce que j'aime bien c'est aussi ce tempo qui régulièrement est sur non pas l'action, la précipitation, les choses doivent s'enchaîner, mais juste si on s'attardait sur le visage de Lois, si on s'attardait sur Martha qui est triste, si on s'attardait sur des gens qui marchent, des gens qui regardent le ciel, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup et qui... C'est pas surprenant qu'il soit là, parce qu'encore une fois 4 heures, mais je trouve ça assez joli et dans un premier temps, c'est vraiment le truc qui m'a marqué très rapidement, moi. Oui, alors moi je suis un tout petit peu moins sensible que toi, mais on y reviendra quand on va aborder d'autres éléments, à ce qu'on va appeler la pure ouverture. Mais quelques secondes après ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qui fait encore partie, on va dire, de l'introduction, vraiment, parce que le titrage, le générique commence à peine, c'est l'arrivée, et ça je peux le dire parce que c'était déjà dans la version cinéma, mais c'est largement amélioré, l'arrivée de Bruce Wayne aux environs du petit village de pêcheurs, où il va retrouver Aquaman. Et en fait, ça s'est fait avec beaucoup plus d'ampleur que dans le montage de Whedon. Et effectivement, comme tu dis, il prend le temps presque de retrouver un tempo qui est quasiment du Laurence d'Arabie dans la glace. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, dans ce rapport au gigantisme, à l'immensité, aux perspectives, aux lignes de fuite. La solitude, t'as l'impression que vraiment ce monde, il est déserté, que tout le monde vit dans des bulles, que personne ne se voit, personne ne s'entend, sauf par la magie d'un cri de Superman, et que quand il est sur ces montagnes et qu'il est dans le village, il est au bout du monde, il est tout seul. T'as l'impression que les gens sont seuls au monde et désespérés, et c'est le sujet enfin, ça aurait dû être le bon sujet du film, et c'est quand même en filigrane, et ça, c'est vrai que je suis d'accord, voilà. Oui, non, et puis effectivement, un des trucs, alors qui reste plus une piste qu'un sujet, mais tu vois, comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est
et qui était présent dans les 2 précédents films d'ici de Snyder, c'est pas uniquement ces gens-là sont des déités. Bien sûr, ce sont des espèces de dieux, mais c'est comment ils interagissent avec les humains. Et typiquement, avec Aquaman, c'est un truc qui est, alors à peine esquissé, mais qui est un peu présent au moins dans la première partie du film, parce que c'est un de ceux qui a le plus d'interactions littéralement, ou du moins elles sont le plus formalisées. On voit comment il interagit avec les humains, avec des petits groupes d'humains, et comment il est là pour essayer d'aider, de faire un peu la leçon, de soutenir. On le voit donc vachement bien avec ce pêcheur, c'est en Islande, je crois. Oui, oui. Et puis c'est vrai que c'est plus intéressant que Wonder Woman qui sauve la banque, parce qu'elle, c'est vraiment le truc super-héroïque basique, qui est plus ou moins amusant, divertissant, peu importe, mais en tout cas c'est beaucoup plus attendu. Et lui, il y a un truc de plus dans le rapport de l'intimité, parce que tu sens qu'il y a une collaboration qui est un petit peu bizarre, parce qu'il n'est pas super gentil avec eux non plus, mais il les sauve, il les engueule un peu, donc c'est vrai que c'est assez amusant. En tout cas, tu sens que dans un premier temps, il y a un soin sur la caractérisation qui est un petit peu plus poussé, c'est pas compliqué, tu vas me dire, mais c'est ça, moi d'abord, qui m'a marqué. Il y a notamment un petit effet de montage d'ailleurs qui est avec la scène en Islande que j'ai beaucoup aimé. C'est là que je me dis, il y a quand même quelqu'un, il a fait Watchmen, il a fait des films où tu sens qu'il y a un vrai soin du montage, du rythme et de l'harmonie entre les scènes et tout ça. Il y a un chant islandais qui se passe du côté d'Aquaman et après l'effet de montage ramène ça à Martha qui est seule et c'est comme si, encore une fois, il y avait ce truc de symphonie du désespoir et de la mélancolie. Alors, j'abuse un petit peu parce que c'est vraiment très discret, mais c'est des petits moments où je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc. Oui, voilà, tu sens qu'il y a quand même quelqu'un aux manettes qui est pas ce qu'on appelle un yes man, qui est pas un pur technicien, qui, en tout cas à ce moment-là, essaye vraiment de faire exister une vision du film. Et d'ailleurs, là on vient d'évoquer Aquaman, mais c'est pas du tout le seul personnage à être plus développé, plus vivant. Tout le monde en parle beaucoup, c'est Cyborg évidemment, qui était clairement tronçonné dans la version cinéma, qui là existe beaucoup plus. Oui, c'est ça. Là-bas, dans la version cinéma, c'est un figurant de luxe. Là, il a clairement une histoire. On le savait parce que c'était largement teasé. Ray Fisher l'a dit. Zack Snyder, il a foutu des teasers de tous les côtés, des images. Là, en fait, clairement, c'est un personnage. Hein. Il a un passé, il a un présent, il a un futur potentiellement compliqué. Il a un destin héroïque. Il a des pouvoirs dont on nous montre qu'ils sont immenses et largement plus que simplement évoqués comme dans la version cinéma. Donc ça, c'est un des plus gros changements. Il a plein de trucs à faire, il a plein de scènes qui lui sont dédiées. Ça apporte du bien et du moins bien. Là, on est sur le côté positif, donc on va dire que ça en fait un super-héros à part entière. Et c'est pas le plus évident parce qu'il a le design quand même le plus casse-gueule parce qu'il est à 85% CGI. C'est un personnage en plus qui est assez mono-expressif et c'est dans l'ADN de ce personnage qui est mi-machine, mi-vénère contre le monde, fuck the world, hein, comme il dit. Donc voilà, c'est un des gros changements ça restructure un petit peu pas mal de scènes, ça répare quelques trucs et une des choses qui est plus intéressante pour moi, c'est le personnage de son père. Il était présent dans la version cinéma et surtout très vite évacué. Là, il y a encore beaucoup de choses qui sont comme dans la version cinéma, mais il a une grosse scène en plus, qui a largement été teasée, donc on va pas en dire grand chose, même si c'est plus du spoil. Mais en tout cas, ça répare un des plus gros problèmes pour moi du film. Ça lui donne une raison d'être, ça donne plus de consistance au personnage, enfin la famille des Stone. Oui, Stone, hein, c'est ça, Victor Stone. Et ça donne un peu plus d'humanité parce que ça en manque quand même dans le film. Ils n'ont pas grand chose à dire, à faire, à vivre, à aimer. Et lui, c'est peut-être celui qui s'en sort à peu près le mieux, en tout cas en théorie. Oui, et puis tout simplement, c'est un de ceux qui a, alors après on pourra penser dans le détail ce qu'on veut de ce parcours, mais qui a un vrai parcours. C'est-à-dire qu'il commence le film, il est dans un certain état d'esprit, à un certain endroit de sa vie, et il va suivre un parcours, avoir des conflits, évoluer pendant le film. Après, chacun jugera si c'est réussi, intéressant ou absolument abominable, mais néanmoins, il y a un effort d'écriture et de construction qui n'existait pas du tout dans la version cinéma, où il était même pas un personnage, c'était un gadget, on avait besoin de craquer une porte ou de machin, on faisait « Hey, Cyborg, vas-y !» Voilà, là au moins, littéralement, c'est un personnage. Autre personnage qui perd et gagne plein de trucs, mais c'est Flash, c'est un de ceux sur lesquels il y a plus de changements. Il y a pas mal de petits dialogues, de petits trucs pour le caractériser qui sont retirés, qui sont remplacés par d'autres. Une des choses les plus intéressantes, c'est qu'en fait l'étendue de ses pouvoirs est mise en avant, elle est exploitée, plus ou moins bien, mais en tout cas ça change pas mal de choses, notamment dans le climax. Il a vraiment un rôle très différent, à un moment particulièrement compliqué. Et alors, il traîne les mêmes problèmes. Je pense que tous ceux qui n'aimaient pas le rendu visuel, le caractère humoristique de ce bon petit jeune ne vont pas être forcément ravis et plus satisfaits, on va dire, parce qu'il garde quand même les mêmes problèmes. Mais il a aussi un rôle plus intéressant, il prend un peu plus d'ampleur. On se rend compte, en reliant à Batman vs Superman, qu'effectivement, le Nightmare, le truc du futur et tout ça, il y a quelque chose qui là commençait déjà à se mettre en marche. On sent la machine qui s'accélère, en tout cas qui commence à s'accélérer dans certains instants précis. Voilà, c'est l'autre gros personnage, je pense, qui gagne le plus, enfin qui gagne,
qui est modifié, on va dire. Je sais pas s'il gagne entièrement, mais il est modifié. Oui, mais il gagne même un peu en ambition, c'est-à-dire que y a quand même un truc qui était fou dans la version cinéma, c'est qu'on avait un climax avec aucun héros qui ne servait à rien, à part Superman dans Deus Ex Machina. Mais littéralement, aucun n'avait aucune incidence sur les événements. Bah, là, par exemple, Flash, tout simplement, joue un véritable rôle dans le climax. Et un rôle qui est pas anodin, un rôle qui nécessite une réflexion scénaristique, esthétique, enfin voilà, il se contente pas d'ouvrir une porte ou de pousser quelqu'un dans un escalier. Oui, puis ils ont complètement déplacé le stress et l'ambition, l'excitation, l'adrénaline de la famille russe à sauver. En fait, c'est en gros ça, cet enjeu qui est déplacé au sein de la scène qui nous intéresse, donc ça a vachement plus de sens, avec vraiment la possibilité pour lui de sauver ou ne pas sauver quelque chose d'important, ce qui effectivement change complètement, puisque là, jusque-là, il y avait juste Superman qui arrivait, sauvait tout le monde, et les autres se démenaient et faisaient du remplissage. Donc c'est vrai que c'est un gros changement qu'il y a dans le film, c'est Flash en plus de Cyborg. Et on s'y attendait peut-être pas tant que ça, puisque on savait que Cyborg allait être au premier plan, mais Flash... Puis alors, il y a un autre personnage qui a été modifié en profondeur, et ça nous a été annoncé dès les bandes annonces, ça on peut encore une fois en parler, parce que vous l'avez tous vu si vous avez regardé les bandes annonces, les affiches, tout, c'est Steppenwolf. Alors, je le trouve plus réussi que toi, parce que tu trouves que ça n'a pas grandement amélioré le truc. Alors, je dirais, clairement, c'est pas un très bon méchant, il n'est pas mémorable, il reste comme très générique. On savait que visuellement, il ressemblait à une agrafe géante, et on peut trouver ça... moi, je trouve qu'il y va à fond. C'est un peu comme quand je vois Aquaman, je me dis, il y va à fond, le truc, c'est complètement CGI, en même temps, il a un design qui est plus intéressant qu'une simple armure. Il y a un truc un petit peu mobile, un petit peu amusant. En tout cas, il me stimule l'œil, il ressemble pas à Darkseid, donc ça en fait un truc un peu particulier, pas ordinaire. Ce que j'aime surtout, c'est que ils en font autre chose qu'un espèce d'exécutant bad guy qui vient pour boite, maîtriser, écraser. Alors c'est encore une fois très petit, mais il y a des moments où on sent qu'il a des motivations personnelles qui sont explicitées plus ou moins lourdement. On sent qu'il a un but ici, et c'est pas juste de régner sur la Terre, et il a un but personnel qui lui donne un tout petit peu d'humanité, un tout petit peu de substance. Alors, c'est encore une fois réduit à quelques visioconférences avec la dimension infernale et Darkseid, donc c'est plutôt écrit avec les pieds à la truelle, mais oui, les deux en même temps, avec les pieds et à la truelle, mais il a un petit peu plus de caractère, et ça change beaucoup de choses, et en plus, il a droit à une fin, un climax digne de ce nom, donc ils ont évacué totalement tous les trucs pourraves qu'il y avait eu dans la version de 2017. Maintenant, il se bat de manière à peu près solide, il affronte, il tape les héros d'une manière un peu plus intéressante et drôle. Et puis ouais, il a droit à une fin digne de ce nom. En fait, il est juste... C'est pas qu'il est ramené à un niveau supérieur à la majorité des méchants dans les films de super-héros, c'est qu'il est ramené dans la moyenne à peu près recevable. C'est ça. Ce qui change énormément, parce que dans la version de 2017, c'était quand même de la grosse merde, ce méchant. Donc il est un peu moins dégueulasse et un petit peu moins ridicule, et c'est déjà un énorme gain pour Justice League. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, alors, en fait, non, je suis d'accord avec toi. C'est plus que je suis déçu par rapport à ce que j'attendais. C'est-à-dire que, en voyant moi le changement visuel, vraie évolution, et encore une fois, qu'on aime ou non, il y a un choix, il y a une tentative de direction artistique, et par exemple le fait qu'il ait toutes ces agrafes sur son corps qui en fait se modifient en fonction, tu le sens, de son humeur, de ce qu'il ressent, on peut trouver ça ou non réussi esthétiquement, c'est intéressant et c'est un parti pris, et en fait j'espérais qu'il y en aurait un peu autant du côté de l'écriture, et moi il y a une séquence, c'est ce qu'on sait, une séquence que je trouve très réussie, où tu sens effectivement que tout être surpuissant qu'il soit envoyé pour soumettre la Terre, c'est un type qui est très vulnérable, et c'est un type qui se sent profondément humilié et qui rêve de réussir à échapper à cette condition-là. Et il y a une séquence dans laquelle c'est très très bien mené, très bien montré, et où justement il y a pour le coup là un vrai travail de finition des effets spéciaux, parce que c'est quelque chose qui ne peut exister que, c'est con à dire, mais un personnage entièrement virtuel, pour te le rendre émouvant, il faut bien que ce soit travaillé un peu finement. Et effectivement, cette séquence-là, elle est très 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 bien. Et alors plus globalement aussi, on peut dire que le style Zack Snyder, quand même, il a rarement eu autant de place, autant de moyens, autant de longueur pour vraiment s'étendre, exploser. Alors ça fait une espèce de feu d'artifice. Je pense que si on déteste le style Snyder, ça va être un enfer à regarder, parce qu'il y a plein de ralentis, la photo elle pète de tous les côtés, ça étincelle de tous les côtés. Il y a énormément de ralentis, de sur-iconisation, de sur-découpage pour mettre en avant chaque geste, chaque arme, l'armure, la coiffure, le machin. Tout est fait pour qu'on dise c'est pas des super-héros, c'est des super-héros. Et regardez ce ralenti de 14 secondes. Alors, si on n'aime pas, ça va être un enfer. Après, si on aime, je pense qu'on peut prendre son pied, parce que il a l'espace, il a les moyens, c'est en rated R, donc il y a quelques giclées de sang numériques, pas forcément très belles, mais en tout cas elles sont là. Il y a un peu de violence, c'est très light, mais elle est là. Donc on sent que Zack Snyder, pour tous ceux qui ont envie de voir qu'est-ce que ça peut donner Zack Snyder quand on lâche comme ça les brides, voilà, c'est Justice League Snyder Cut. Oui, je ne saurais mieux dire. Absolument. Passons maintenant à ce qui est moins réussi, ou en tout cas moi ce qui m'a un petit peu tapé sur le système. Déjà,
On a beaucoup parlé, et moi le premier, lorsqu'on a vu le film de 2017, de l'humour de Joss Whedon et de combien ça collait mal au style de Snyder ou à l'ADN du projet, et combien c'était déplaisant. Alors, certes, les blagues de Joss Whedon ont disparu pour l'essentiel du film. Néanmoins, le gros problème, c'est qu'à la place, on a les blagues de Zack Snyder. Et les blagues de Zack Snyder, le gros souci, c'est qu'elles ne sont pas drôles. Parce que Zack Snyder n'est pas un petit rigolo. En réalité, c'est probablement pas ses blagues, parce qu'il a eu, à partir d'un certain stade de la production, 2 exécutifs, dont un très haut placé, Geoff Jones de Warner, qui supervisait son travail sur le tournage, et lui-même ne s'est pas caché d'avoir été obligé de greffer des plaisanteries. Le problème, c'est que, d'une, elles sont objectivement pas très réussies, elles sont pas très intéressantes, notamment, quel que soit, on va pas les spoiler, mais c'est pas drôle, et en plus de ça, on sent que Snyder, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire que jamais sa caméra ne les prend en compte, jamais le montage n'essaie d'insuffler un tempo comique à ces moments-là, et on a donc, mais vraiment beaucoup d'humour, mais un humour qui est complètement atone, et ça c'est très gênant parce que, et surtout on ne comprend pas pourquoi c'est encore dans le film. Je pense notamment à une séquence entre Wonder Woman et ce bon Alfred qui n'a d'autre but que d'être un gag, ça n'est que ça, c'est un dialogue comique. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être en phase terminale d'un cancer pour pas trouver ça drôle. C'est vraiment, c'est le genre de truc. Non mais c'est vrai qu'en plus celle-là, pour être coupée facilement, il y en a d'autres où le moment d'humour est mis en plein milieu d'une scène où soit il y a un truc d'action, soit il y a un élément du scénario qui est révélé, donc on pouvait pas couper, c'était compliqué. Mais c'est vrai que celle-là, l'histoire du thé là, elle est tellement nulle. Et je suis d'accord, pour le coup, du début à la fin, je me suis dit régulièrement, en fait, l'humour, il est là, c'était pas Joss Whedon, c'est Warner Bros. De toute façon, depuis le début, on dit que le problème, c'était pas Joss Whedon, enfin, si, pour d'autres raisons, mais que c'était vraiment Warner Bros. Qui faisait du forcing là-dessus. Et là, c'est clairement centré sur le personnage de Flash, mais pas que. Et surtout, comme tu le dis, ça ne marche jamais avec le reste. Et régulièrement, il y a des répliques, on dirait que c'est des gags qui sont ajoutés. Et les personnages en face, les interlocuteurs, regardent ça d'un air ahuri comme nous, disant pourquoi t'as dit ça en fait? Ça n'a aucun rapport avec ce dont je suis en train de parler, quoi. C'est exactement ça. Et justement, dans la catégorie des trucs qui arrivent par surprise, comme un cheveu sur la soupe, il y a aussi les placements de produits. Alors attention, les placements de produits, il y en a dans tous les blockbusters, c'est pas spécifique à Justice League, et j'en veux pas à Zack Snyder d'en avoir, c'est pas ça. C'est la manière dont il les utilise. C'est ça, quand on commence à les voir et en rigoler comme dans World War Z, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà, et comme une fois, donc il a cette espèce de mise en scène en figurique ultra emphatique, donc il écarte, il grossit tout, et typiquement, je veux dire, il te filme certains placements de produits comme certaines de ces scènes d'action. Il y a un personnage qui se rase, tu as un ralenti sur une marque de rasoir jetable. Moi, ce qui m'a tué, c'est la voiture. Il y a un moment, c'est une publicité pour Mercedes. C'est un sketch, on dirait la cité de la peur quand ils disent une voiture qu'elle est bien de la conduire, quoi. C'est exactement pareil. Il te dit, mais ça n'a aucun sens à ce moment-là. J'ai envie de rigoler de ton film et de te dire que tu te fous de ma gueule, quoi. Et encore une fois, comme tu dis, on sait que les placements de produits, c'est nécessaire pour faire des films, surtout quand ça coûte 370 millions au final. Mais juste, il y a une manière de le faire comme l'humour, en l'assumant. Là, c'est quasiment du troll. C'est comme s'il disait, mon film, ça n'a pas de place, ça, dans mon film. Du coup, je le colle, rien à foutre, et tu le verras, ça saute aux yeux, mais moi aussi, parce que je trouve que c'est de la merde. Voilà, et c'est d'autant plus paradoxal que ces passages sont, comme tu dis, comme on l'a dit, un peu absurdes, mais néanmoins techniquement très chiadés, parce que tu dois servir une marque. Et donc ils cohabitent parfois avec des moments, notamment dans certaines scènes d'action, qui sont manifestement inaboutis, manifestement pas finalisés techniquement, et tu te dis, mais attends, je peux pas avoir vu un milliardaire de Gotham se raser au ralenti sur un rasoir Gillette, et là, de la bouillie numérique qui marche pas quand il y a une scène d'action, ça n'a aucun sens. Et moi, je pense notamment au tout début du film, tu vois, quand je te disais, je suis d'accord avec toi sur l'intention du cri au début, je trouve l'idée très belle et très poétique, et puis tout d'un coup, au milieu de ça, j'ai une relecture de la séquence de fin de BVS, où il y avait Lex Luthor qui était dans l'espèce de liquide amniotique face à une vision de Steppenwolf. Et là, tu as cette scène revue et corrigée, mais incroyablement mal incrustée, mal composée, mal faite. Mais vraiment, ça te saute aux yeux et tu te dis, mais on est quand même pas en train de refaire une scène qui était réussie en pourri pour commencer le film. Et ça, moi, ça, c'est un truc qui m'a sidéré, vraiment. Je suis d'accord. Moi, ça m'a aussi sauté aux yeux sur les Amazones contre Steppenwolf. Il y a des moments, c'est vraiment dégueulasse. Et en plus, c'est dans des moments où c'est en plein jour, donc la direction artistique, elle joue finalement contre la scène, c'est des grandes étendues, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de gens qui avancent, donc il y a la vélocité, met en avant le fait que c'est pas très fin, et les visages, les incrustations, quand il faut rajeunir les acteurs dans l'énorme flashback, il y a beaucoup de moments où c'est dommage parce que autant la DA, elle est soignée parce qu'on sent qu'il y a une plus grande harmonie, globalement, parce qu'il a repris en main les choses, et fort heureusement, ça ressemble plus à un film de Zack Snyder, ça ressemble plus à son style, mais il y a beaucoup de moments où, côté technique, effectivement, c'est un peu cheapos, et on se demande à quel point c'était une vraie bonne idée de rallonger ces scènes et de remettre ces scènes et de les retravailler si c'était pour un rendu qui finalement est si moyen, en tout cas attire l'attention. Régulièrement on sort du film en se disant waouh,
Non. C'est ça, c'est-à-dire que très souvent, vous n'allez pas avoir une toute nouvelle scène d'action, vous allez retrouver une scène d'action qui était dans le montage de Whedon, vraiment, et sauf qu'au milieu de ce montage, il y avait, je dis ça au hasard, c'est pas un spoil, 3 coups en plus, une pirouette en plus, et on a vraiment l'impression que ça a été pris, j'exagère, mais on va dire de l'ours, des plans, des chutes de plans qu'il y avait, que ça a été à peine finalisé, et ça c'est super frappant. Mais tout comme, tu parlais du style de Snyder qui était à donf, c'est clair que tous les potards sont au maximum, mais j'ai l'impression que quand il met tous les potards au maximum en termes d'action, son réflexe c'est de tout mettre au ralenti. Et l'énorme problème que j'ai avec ça, c'est que quand tout est ralenti, il y a plusieurs conséquences. D'abord, toutes les actions sont les mêmes, parce que si tout est ralenti, il n'y a rien qui devient plus iconique, plus important. C'est la même chose qu'on mette un coup de poing, qu'on lance des éclairs ou qu'on ouvre la Terre en deux. Et enfin, il y a un de ces héros, c'est Flash, qui agit à une vitesse telle que notre œil ne peut pas le capter. Donc par conséquent, une des seules manières, ou une des manières les plus évidentes de capter l'action de Flash, c'est le ralenti. Mais si tous les autres personnages sont ralentis, du coup, il n'y a quasiment plus rien de spécifique dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça, il y a des moments où je me dis genre, qu'est-ce qu'il est beau ce plan, mais qu'est-ce que j'ai perdu toute gradation, oui c'est ça, gradation de la puissance en fait. Oui, c'est un peu un effet d'aplatissement parce que finalement, ce truc de ralenti est utilisé à des moments qui étaient déjà dans la version cinéma et qui sont beaux, mais dont les enjeux sont moindres par rapport à 3 ralentis plus tard, à la fin du film, et on se dit c'est dommage parce que là, l'effet en fait n'est pas aussi puissant que je le voudrais parce que ce moment-là est 1000 fois plus important pour l'intrigue, pour les personnages que celui du début, et celui du début du coup me semble superflu et pourtant il durait plus longtemps. Donc il y a un truc d'équilibre, il y a une harmonie visuelle dans plein de trucs, mais il y a une sorte de non-harmonie, un peu de cacophonie parfois stylistiquement, on se dit il y en a trop, ça sature, et ça sature à tel point que ça dessert ton action, tes personnages, l'héroïsme et finalement ta vision du film. C'est ça, et puis, tu vois, moi par exemple, j'adore Batman v Superman, et on va dire que je lui pardonnais l'espèce d'énorme partouzerie de montage que c'était, parce que certes il avait 3 heures, mais il devait introduire plein de nouveaux personnages, il devait passer d'un film de super-héros à un univers étendu, enfin voilà, il y avait comme ça un espèce de cahier des charges démentiel, tout en annonçant qu'il allait se passer des trucs de dingue, donc j'acceptais l'idée d'avoir des flashbacks, des flash-forward, un rêve fantasme, un clin d'œil à ce qui se passera, plus des personnages intégrés vraiment au forceps, ça j'acceptais. Là, il a 4 heures, manifestement, même si on l'a forcé à mettre des blagues, il a quand même une très grande liberté de ton et une très grande liberté thématique, et il arrive encore à te foutre un énorme flashback à un moment, tu comprends pas pourquoi ça arrive, 20 minutes après, te mettre un flash forward, tu sais pas pourquoi ça arrive à ce moment-là, sous cette forme-là, et à ce personnage-là, t'en remettre un autre à un moment, et où vraiment tu dis, genre, mais est-ce que tu vas réussir à me raconter une histoire ? J'ai la gorge qui me gratte là, je suis désolé. Je me suis retenu depuis 30 secondes, j'avais les larmes aux yeux quoi. Ça, je me disais genre... C'est vrai que globalement, je trouve que la narration marche moins que dans le film de 2017 parce que 4 heures c'est compliqué à tenir, et surtout il y a un problème d'équilibre encore une fois parce qu'il y a des longues parties, des longs trucs qui sont étirés dont on se fout un petit peu, et à côté de ça, des choses qui sont hyper importantes. Moi, j'aurais voulu que tout ce qui se passe avec Lois, la résurrection de Superman, l'absence de Superman soit étiré. J'aurais aimé que Wonder Woman, Batman, Bruce Wayne surtout, aient plus de moments où ils existent, on voit leur conflit, on voit vraiment à quel point le groupe fonctionne pas très bien dans un premier temps. C'est un truc qui est inévitable dans un film de groupe et qu'on voudrait voir. Là, c'est évoqué avec 3 lignes de dialogue et juste un moment où Aquaman dit « Oh, j'ai pas confiance en toi, Cyborg », et c'est tout. C'est vraiment une réplique. Et malheureusement, c'est étiré sur les mauvaises choses qui donnent l'impression après d'un film qui est raconté avec des coups d'accélérateur, des coups de super ralenti, et après on revient dans un couloir de narration, et après on revient sur une parenthèse. Donc ça donne vraiment l'impression d'un gros bordel de 4 heures qui est vraiment pas très équilibré. Oui, c'est absolument ça, et du coup, il y a cette espèce de problème, enfin, ou plutôt, il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. Parce que justement, il y avait évidemment énormément de soucis dans le film de Whedon, il était très mauvais. Néanmoins, comme il était ramené à 2 heures, il était contraint d'aller très vite en matière de tempo, et du coup, non seulement on n'avait pas le temps de s'ennuyer, mais surtout certaines choses qui étaient un peu absurdes ou un peu bizarroïdes, on n'avait pas tellement le temps de les interroger. Là, en gros, entre le moment où Superman ressuscite et le moment où il va vraiment rentrer dans l'action, contrairement au Whedon, il se passe pas un quart d'heure, il se passe quasiment 1 heure, et à aucun moment les personnages ne sont inquiets. Ils ont ressuscité Superman, il a disparu, c'était leur seule chance de gagner, mais ils vont quand même se battre, ils sont là, non, mais il va venir. Et vraiment, c'est un truc, en termes de suspension d'incrédulité, c'est très dur. Et de même que y a plein d'améliorations. Non, mais là, on en parlera plus tard dans le bilan. Mais par exemple, il y a une scène qui est grandement améliorée, sur laquelle on reviendra peut-être plus en détail, qui est la fameuse scène du « Où c'est que j'ai mis ma box ? Oh là là, elle est sur la voiture ». Elle est améliorée, mais elle est toujours là. Alors qu'à mon sens, il aurait vraiment fallu réfléchir à ça autrement. Et voilà, et en fait, la dilatation, à mon sens, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout.
En fait, globalement, j'ai l'impression que le problème qu'on a avec ce film, et qui vient aussi de l'attente et de tout ce qui a été autour, et de sa nature de cas d'école exceptionnel, c'est que c'est moins une nouvelle vision du film qu'une version longue alternative du même film, c'est-à-dire qu'en fait, tout reste... paradoxalement, il y a beaucoup de nouveautés, mais paradoxalement, on a la sensation du début à la fin d'être dans le même truc. C'est la même trajectoire des personnages, c'est la même foutue intrigue qui tourne autour des boîtes mères, c'est les mêmes méchants, même s'ils ont rajouté des choses à droite à gauche, ça reste exactement le même film. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas réparer en reprenant la même base, et c'est exactement ce avec quoi il se retrouve Zack Snyder. C'est le même film, c'est la même histoire, c'est le même scénario. Absolument. Il y a, comme tu le disais, il y a plus de Snyder dedans. Donc tout simplement, quand on aime le réalisateur, on a un peu plus de sources de satisfaction et on retrouve des motifs, des thèmes qu'on apprécie. Mais néanmoins, voilà, on est coincé par un squelette. Si tu veux, on essaie de faire du cheval sur un squelette d'éléphant, mais c'est toujours un squelette d'éléphant à la fin. Et c'est pas de rajouter des défenses ou de rajouter des côtes qui en changent la forme. Ça le rend juste plus lourd. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça se sent, oui, notamment dans le rapport à la menace. C'est-à-dire que Darkseid et Steppenwolf, bon, alors Darkseid, là, pour le coup, il existe alors qu'il n'était que vaguement mentionné dans la précédente version, et Steppenwolf, on va pas revenir dessus, on l'a déjà fait, mais néanmoins, moi ce que je note, c'est qu'au-delà de temps en temps ressembler à un peu une version zoom de Charmed quand ils sont confrontés à nos personnages, le vrai gros problème, c'est que il n'existe toujours pas vraiment. Ce sont toujours des espèces de fonctions, et il y a quand même un truc très bizarre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Snyder ne sait pas du tout où il veut placer ce qu'il veut faire de son récit. Est-ce que ça doit être comme Infinity War, l'amorce d'une catastrophe, ou est-ce qu'au contraire, quand même, comme il faut bien, on commence avec des héros tous dépressifs et en deuil, il faut bien essayer à la fin de rendre tout ça un peu plus lumineux, mais du coup, comment faire pour dire que ça va être le bazar après? Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de positionnement sur ce que le film veut raconter, du coup. Non, c'est vrai que la fin pose problème, parce que si on avait un truc vraiment apocalyptique assumé, autant aller jusqu'au bout, autant tuer la moitié des personnages, créer vraiment le nightmare, créer le bordel qui arrive, au moins on serait dit, ah d'accord, tout menait à ça, inexorablement, la défaite, parce que c'est impossible de les vaincre. Et là en fait, on retombe dans le chemin habituel, dans les sentiers battus et rebattus, et c'est ça le problème, c'est que le Zack Snyder Justice League, là, il a tous les défauts classiques d'un film de super-héros, avec tout ce qu'il peut y avoir de potentiellement cool, excitant, stimulant visuellement, mais aussi tout ce qui est très limité en termes d'émotion, d'enjeux, d'excitation et juste de surprise et d'inventivité. Au final, on se dit que c'est juste un film très classique qui dure 4 heures. Et en fait, finalement, sa part d'identité la plus folle, c'est sa durée et son historique, qui est limite plus passionnant que cette histoire de boîte de merde là à chercher pendant 4 heures. Oui, mais d'ailleurs, moi, c'est peut-être, tu vois, au final, si je devais retenir un truc qui m'intéresse dans le film, c'est, comme tu dis, c'est peut-être son identité, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très particulier. On n'est pas les seuls à le souligner, hein, il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est frappant. C'est quand même le film d'un homme qui, sans doute, n'allait déjà pas très bien quand il a fabriqué le film, et qui aujourd'hui est un homme endeuillé, et qui a fait ce film pour vivre, travailler ce deuil. C'est pas pour rien d'ailleurs que ce film est dédié à sa fille qui est décédée, qui s'est donné la mort pendant la production du film, accélérant, provoquant son départ du projet. Et effectivement, c'est un film qui est saturé de conflits générationnels, de deuil et d'obsession de la mort, mais et je dis pas ça pour faire de l'esprit à deux balles, mais dont tu sens qu'il est même conscient, angoissé par sa propre dimension funeste, quoi. Enfin, par exemple, tu vois, Cyborg, c'est un personnage c'est un personnage de mort-vivant, quasiment, quoi. Et il y a plein de choses comme ça dans le film, et ça, pour le coup, au moins, ça le rend unique. Et c'est vrai que quand tu regardes tous les personnages, ils sont tous orphelins d'une manière ou d'une autre. Soit ils sont très éloignés de leur famille, et donc symboliquement, ils n'ont plus de famille, ou ils se retrouvent littéralement à avoir perdu un parent proche, et comment ils existent seuls, comment ils arrivent à se reconnecter des gens, comment tu recrées notre famille. Bon, c'est une thématique qu'on voit dans tous les films de super-héros de groupe, c'est toujours trouver sa famille de cœur, mais c'est vrai qu'à la lumière de ce qu'a vécu Zack Snyder, c'est compliqué de pas le voir, surtout qu'effectivement, il y a le nom de sa fille à la fin du film, on sait qu'il était attaché à certaines chansons par rapport à sa fille, donc ça plane sur le film. Et pour autant, le film manque cruellement d'émotion, et on se retrouve face à un produit qui finalement semble assez froid, assez mécanique, et un petit peu de l'ordre de l'exercice de style, du gros plaisir. Il y a beaucoup de bonus qui ont été rajoutés, mais finalement le cœur fondamental du film reste toujours aussi fragile et aussi faible. Absolument, je suis pas sûr qu'on ait grand chose de plus à te dire. Non, après la seule question à la fin du film qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut donner une quelconque satisfaction, ou est-ce qu'il peut que mener à une frustration puissance 1000, et à qui est-ce qu'il s'adresse ce film? Est-ce qu'il est là pour prêcher des convaincus qui adorent Zack Snyder et qui ont un hôtel à l'effigie de Zack Snyder depuis des années? Est-ce qu'il peut convaincre des gens qui trouvaient que le DCU était déjà bordélique et n'avaient pas aimé Justice League? J'en suis pas trop sûr, j'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau ultime, un feu d'artifice qu'il offre aux gens, qui se fait à lui puisqu'il a déjà dit, mais on sait qu'il faut faire attention avec ce qu'il dit, que ce serait son dernier film DC. Donc il y a un peu cette
T'as l'impression que voilà, il fait son dernier gros terrain de jeu avec ses jouets, qu'ils avaient tous réunis jusqu'aux dernières secondes, il te donne à voir, à rêver ou à craindre. Mais c'est intéressant, je suis curieux de savoir comment les gens vont le recevoir. Est-ce que ceux qui n'aimaient pas vont potentiellement changer d'avis? Je ne suis pas sûr. Ça va être intéressant à suivre en tout cas. Oui, alors ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on peut être à peu près certain que les fans hardcore de Zack Snyder vont l'apprécier et que si c'est pas le cas, ils mentiront jusqu'à la tombe. Mais oui, moi je suis très curieux de voir ce que le grand public ou le public un peu plus élargi va en penser, vraiment très sincèrement. Parce que je te dis, moi je m'attendais plutôt à aimer et non. Mais du coup, oui, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie question. Et je te laisse conclure et dire aux gens de s'abonner parce que j'en ai marre de le faire moi. Très bien. Eh bien du coup, dites-nous comment vous avez apprécié ou non ce film que vous allez découvrir dans quelques heures, mais ou peut-être que vous venez de regarder. Nous, on sera très curieux d'en discuter avec vous parce que tout simplement, depuis des années, on a suivi l'émergence, la naissance du Snyder Cut et désormais son avènement, oh le divin blockbuster. Donc voilà, on espère qu'en tout cas le film vous plaira et que vous aurez eu du plaisir à écouter cette discussion entre Geoffrey et Bibi. On vous recommande de vous abonner, de commenter, de mettre des pouces bleus, de nous dire des choses gentilles ou de nous dire des choses méchantes. Nous, de toute façon, on en pense tellement d'abominables à votre endroit, même si, comme d'habitude, on vous embrasse et on espère que vous, ça va. Et rendez-vous bientôt pour la deuxième partie de la vidéo où on parlera avec spoiler de tout plein de trucs, on dira en détail pourquoi c'est bien, pas bien. C'est bientôt sur écran large. Salut!